Bonjour Caroline Cogan. Bonjour. Vous n'êtes pas hôtesse de l'air, vous n'avez pas été avalée sous terre pendant un séisme, ni fait de fausses couches sous les gravats d'un immeuble, vous n'avez pas ressuscité miraculeusement, ni vous êtes reconstruite sur une île balayée par les vents. J'ajoute que vous n'êtes pas tatouée. On a bien compris que vous n'avez pas écrit ni une autofiction, ni un témoignage de vie. Nous sommes bien dans un roman et en pleine littérature. Comment vous est venue cette idée, ce sujet ? Alors tout à fait, c'est bien un roman, comme vous l'avez dit. Ah oui, parce que alors là, c'est Euh, incroyable. Vous n'avez rien à voir avec ce personnage, le livre. oui, sauf Et- que je pense qu'on a toujours... et on nous est retrouve embarqué. toujours un peu dans Et on est nos embarqué dans livres. cette histoire. Oui. C'est incroyable. Alors, d'où c'est venu ? Alors ça m'est venu de plusieurs choses. D'abord le Japon, Ouais. parce que depuis des années, je suis passionnée de littérature japonaise. Donc j'ai découvert le Japon essentiellement à travers les livres. Vous y avez séjourné ? Et j'y ai séjourné très peu. Ouais. J'ai fait 2 voyages éclairs à Tokyo, il y a quelques années, j'ai eu la chance de voyager avec une hôtesse de l'air, une amie, qui m'a emmenée dans sa valise. Donc 2 voyages de 2 jours de vol, 2 jours sur place. Donc c'était intéressant parce que Lynn, dans le livre justement, elle vient à Tokyo pour la 2e fois, elle connaît pas très bien cette ville et finalement elle est là dans l'énergie, de l'instant, du moment. Moi, ça a été un peu la même chose. C'était 2 jours très rapides. Et je me souviens qu'on était logés dans un grand hôtel tokyoïte avec une vue magnifique sur la ville. Et sur le bureau de la chambre de cet hôtel se trouvait un casque de chantier et toutes les choses à appliquer en cas de séisme. Toutes les procédures. Et ça m'avait frappée, d'où la naissance du personnage et de l'enfance de Saki à Tokyo, avec un père obsédé par les séismes et le pays où il vit. Donc je pense que c'est né de ce voyage. Alors, avant de rentrer dans l'histoire, tout de suite, le titre, Insula, l'explication arrive en fin d'ouvrage. Je vous cite. Cortex insulaire ou insula, île en latin. Cachée dans les profondeurs du cortex cérébral, l'insula a un rôle dans les expériences interpersonnelles, dans les processus émotionnels. Elle est impliquée dans l'intensité de la douleur, dans le rire et les pleurs, dans l'empathie et la conscience de soi, ou encore dans l'orgasme. Soumise aux épreuves, aux cassures, comme les morceaux de terre cernés de mer, sont menacés par les tempêtes, les vagues puissantes, son atteinte peut provoquer peut provoquer le vertige, l'anxiété, une certaine vulnérabilité, le sentiment d'être déconnecté de soi-même et des autres. L'insula est la source de nos émotions. Cette île en nous est donc aussi vitale que le cœur, les poumons, le foie, le pancréas ou les reins. Sans elle, il n'y aurait ni fracture, ni guérison. Insula, le titre de votre roman. Myrna Helou. Oui, alors j'aimerais qu'on parle un petit peu de ce qui arrive à Lynn, justement, au début de votre roman, Caroline. Elle est donc hôtesse de l'air, on l'a compris, mais elle est appelée sur un vol qui, a priori, n'était pas du tout censé être le sien. Ce vol pour Tokyo, qui n'était donc pas du tout prévu. Et elle se réjouit parce qu'au printemps 2024, quand elle part, elle sait qu'elle va pouvoir profiter un petit peu de la saison de l'Anami. N'est-ce pas ? Et c'est là que va survenir le séisme que vous appelez, je trouve, de façon très poétique, pulsation de la terre, pluie de verre et d'acier. Et là, ça va être le début, simplement le début des épreuves que va traverser Lynn pour grandir et pour se reconstruire après cet énorme choc émotionnel. Alors, je pense qu'on va revenir sur ce qui se passe pour elle suite à ce séisme parce qu'elle traverse une très longue nuit. Elle va rester sous terre pendant 8 jours. Et 8 nuits. Vous voulez nous parler de cette parenthèse-là entre sa vie d'avant et sa vie d'après ? Oui, en fait, Lynn, quand elle est déclarée disparue donc pendant 8 jours. Lorsqu'elle revient, c'est une miraculée. Et lorsqu'elle revient aussi, elle souffre d'une mémoire traumatique, c'est-à-dire qu'elle ne se souvient pas du tout de ce qui s'est passé après les premières minutes du séisme. Ce qui lui remonte, c'est le bruit de la terre, le grondement, comme le grondement d'une bête sous terre. Ah oui, et là je vous cite, car un mugissement était venu du dessous, comme si une créature se faufilait sous leurs pieds en raclant la voûte du sol. C'est ça. C'est terrible. Oui, j'ai lu les témoignages de survivants de séismes et les 2 choses qui ressortaient à chaque fois, c'était ce bruit, ce grondement, ce bruissement. Enfin, et j'ai eu cette image qui m'est venue d'une terre presque vivante, d'une terre à la fois monstrueuse et fragile.
Et puis, il y a cette légende japonaise du poisson-chat, Namazu, qui serait un poisson-chat géant qui vivrait sous terre et qui, lorsqu'il est nerveux, remue la queue et fait bouger tout l'archipel. Dont elle a le tatouage sur la poitrine. Exactement. Alors, elle fait ce tatouage au moment où ses Après. souvenirs commencent à Mm. remonter. Mais en tout cas, quand elle revient à Paris, cette mémoire traumatique, en fait, elle ne se souvient pas de ce qui s'est passé. En revanche, toutes les émotions associées à ce qu'elle a vécu sont bien là. Sont Donc, bien elle là. souffre de réviviscence, de peur. Elle a peur Elle est de... très angoissée. Elle est angoissée, elle a peur de rentrer dans le métro. Tout ce qui rappelle l'enfermement est compliqué. Physiquement, elle s'est remise tout doucement. Elle a été soignée à Tokyo avant d'être rapatriée. Mais psychologiquement, en fait, c'est ce que j'ai voulu explorer, c'était toute cette phase que vivent les miraculés qui souffrent du fameux syndrome de Lazare. Donc, on appelle ça syndrome de Lazare parce que dans le Nouveau Testament, Lazare de Béthanie a été ressuscité par Jésus le 4e jour après sa mort. Donc, il a été fêté par sa famille, par ses sœurs. Et lorsqu'il est revenu, il s'est dit « Le monde a changé, rien n'est pareil, je ne retrouve plus ma vie. » Sauf que Lorsque c'est Lazare lui. revint à la vie, le monde autour de lui s'était modifié. Son entourage, ses proches s'éloignaient, et à cause de ces bouleversements, il se sentait incapable de reprendre le cours de son existence. Il se trompait. En réalité, c'était lui qui avait changé. Lui qui ne comprenait plus le monde dans lequel il vivait. Voilà le syndrome de Lazare. Exactement. Et c'est ce qu'elle va ressentir. Exactement. C'est le fameux... Alors, c'est la culpabilité du survivant. Pourquoi moi ? Pourquoi j'ai été sauvée ? Donc, c'est chercher du sens à quelque chose qui est totalement insensé. Donc, il y a quelque chose d'absurde et qui ne finit jamais dans cette recherche-là. Donc, elle souffre de tous ces symptômes qu'on appelle à la fois culpabilité du survivant et trauma. Alors, elle a un alter ego quand même sous terre pendant ces 8 jours et ces 8 nuits. Un personnage très beau, Saki. Et Saki, elle, va beaucoup parler à Lynn sous terre. Et sans doute, en tout cas, je suppose que grâce à cette altérité-là, Lynn ne sombre pas dans la folie. Exactement. Et c'est justement Saki qui va lui parler de la légende de Namazu, qui lui raconte un petit peu ce qu'elles sont en train de vivre, qui lui dit « Ah là, il y a un peu d'eau ». Donc elle va quand même être une sorte de puissante aide pour Lynn durant cette nuit tokyoïte. Oui, Lynn s'en aperçoit finalement assez vite et elle sait que si elle est revenue, c'est essentiellement parce qu'elles étaient deux. Et qu'elle frappait... Oui, en fait, ce qui lui revient, parce que le souvenir de Saki, finalement, lui revient assez tard, au bout de quelques semaines, voire quelques mois. Ce qui lui revient, c'est ce bruit tap-tap-tap qui remonte, ces fameuses réminiscences. Et qui arrive très souvent dans votre texte, voilà. ce tap-tap-tap, parce qu'on tape sans arrêt pour dire qu'on est vivant. Qu'on est C'est là. ça. Mhm. Et en même temps, vous terminez vos chapitres par des haïkus. Oui, Donc on est complètement à la fois dans cette poésie, dans ce ramassis de vie, et puis ce tap-tap-tap obsédant. qui revient, c'est ça. Alors moi, mesdames, je vous trouve formidable parce que ça fait une dizaine de minutes que nous avons commencé l'émission et vous n'avez parlé que des femmes. Car il faut quand même le dire, Lynn, donc elle est hôtesse de l'air, mais elle est en couple avec Thomas. Et Thomas, c'est un prof de français casanier. Ils avaient 28 et 24 ans quand ils se sont rencontrés dans un bar. Tout est simple, tout est évident. Alors parlons de Thomas, parce que c'est un personnage très important. Il est amoureux, il est délicat, mais dans le déni du traumatisme, il faut dire qu'il est myope. Et vous avez de très belles lignes sur la myopie. Ses yeux avaient ainsi pris cette déformation spéciale qu'ont la plupart des yeux des myopes. Un globe oculaire trop long. Sa myopie s'était installée tardivement, il ne l'avait pas détectée tout de suite. Il avait connu quelques mois de flottement pendant lesquels les contours du monde s'étaient peu à peu dissous. Un peu comme si un retoucheur avait plaqué un effet progressif sur chaque objet. Ce lent phénomène avait bien sûr eu quelques inconvénients, comme la difficulté à lire les panneaux, à s'orienter, mais le souvenir qu'il gardait de cette période était celui d'une transition douce. Voir les choses avec moins d'acuité l'avait apaisé. Les formes s'étaient arrondies, perdant leurs angles durs. Les traits des visages avaient fondu et gagné en tendresse. Il lui arrivait encore quelquefois de retirer ses lunettes et d'attendre que la gêne immédiate s'atténue, que ses yeux cessent de larmoyer. Alors Thomas retrouvait provisoirement sa zone de confort. Et de fait, il va y avoir une espèce de myopie par rapport à Lynn, c'est-à-dire que Lynn a vécu un truc terrible. Lui, il est formidable, il est très amoureux, il est là, mais il est myope. C'est-à-dire qu'il y a cette myopie par rapport à...
Et alors là, je vais faire hurler Myrna, mais c'est quand même assez féminin, désormais très contemporain, d'accuser l'homme par un « tu ne peux pas comprendre ». Je vous écoute. En fait, pour moi, Thomas, c'est plus la figure de l'impuissance dans cette histoire. C'est-à-dire, c'est l'entourage du miraculé qui est écrasé par ce poids du miracle. Et Thomas, on connaît très peu leur histoire avant le séisme. On a quelques indices. Mais le seul moment où il apparaît vraiment, c'est vraiment dans le post-Tokyo, le post-séisme. Et c'est à cet instant-là qu'il est là, vraiment À l'hôpital, quelle face à délicatesse! cette ligne. Quelle délicatesse à l'hôpital! Oui, oui, oui. Mais il est... En fait, En même temps, il est démuni. il est complètement démuni. démuni. Il ne sait pas, il ne comprend pas, puisque elle-même ne comprend pas elle-même ce qu'elle a. Et surtout, elle ment aussi. C'est un personnage non seulement qui ment, qui se ment à elle-même aussi, qui est quand même dans un désir de survie, puisque tous les matins, elle ne va plus travailler, mais elle se lève quand même, elle se maquille, elle s'habille, elle enfile son costume, elle part dans les rues de Paris et dans ce fameux café. Oui, parce qu'elle ne va pas à Et l'aéroport. Comme hein. si elle allait à tout l'aéroport. ça, Comme si elle allait à voilà, l'aéroport. tout ça, Thomas ne le sait pas. Et oui, c'est cette figure, c'est ça, c'est un Il est personnage qui doux. est totalement démuni. Il est Oui, doux, mais il est il est dans le prévenant. déni. Il est surtout dans le déni Il est un aussi. peu plan-plan, mais Oui, enfin, elle le plaque de façon archi-violente. Quand il rentre chez lui, elle s'est barrée avec ses affaires, laissant juste un mot « je m'en vais ». Vous vous rendez compte ce que ça signifie pour Thomas, son traumatisme? C'est quand même... enfin, le pauvre homme, moi je suis... il n'avait pas voulu comprendre, pas voulu approcher cette noirceur. Mais pouvait-il? non, justement. Non, Eh bien, non. justement. Non, non. Alors, Donc, on ne peut pas après, l'accuser. après le temps de la réparation, là, la porte est ouverte. On devine quand même qu'elle a peut-être envie d'un retour en arrière vers sa vie, mais en tout cas, C'était une question de moment aussi dans pour ces elle. mois où elle-même essaie de se réparer, il n'y a pas de lien possible, en effet, enfin de vrai lien possible en tout cas. Thomas, Alors- si prolixe face à ses élèves, si mesuré quand il s'agissait de communiquer avec sa femme, réticent à tout véritable échange, face à une classe, il savait disserter, il ciselait ses mots, travaillait leur sonorité, leur sens, mais il semblait incapable de laisser cette poésie infiltrer leur vie. Alors moi, j'aimerais bien revenir justement à la poésie de Lynn, parce qu'on sent que c'est une femme qui est quand même très délicate et son corps est extrêmement parlant dans votre roman. Donc Lynn, elle danse, elle fait de la moto, donc elle vole, elle est hôtesse de l'air, elle fait du vélo, elle marche énormément, elle aime être face aux éléments, face au vent, face à l'eau, elle est tatouée, on l'a dit. Et pour autant, elle perd complètement ses contours quand elle revient à Paris. Et donc là, il y a vraiment... vous avez travaillé votre texte comme si ce corps était une porte d'entrée pour elle vers la mémoire. Vous voulez nous en parler ? Oui, c'est ça. Lynn, c'est ce que je disais, c'est un personnage qui est silencieux, d'autant plus quand elle rentre de Tokyo. Et c'est un personnage qui va guérir par le corps, par les sensations sur cette île dans la deuxième partie. Et finalement, son histoire, à chaque fois, elle la raconte à travers ces fameux tatouages qu'elle a commencé à... Alors, je ne vais pas raconter ce qui s'est passé dans son adolescence, puisqu'on le Non. découvre tout doucement, mais c'est là que cette habitude, entre guillemets, de se tatouer a commencé. Et c'est son langage à elle, oui, ça passe par le corps. Donc, dans la première partie du livre, elle a ce corps qui est complètement figé, crispé, fermé. Peut-être qu'au moment où elle va tatouer ce poisson-chat, comme on disait tout à l'heure, il y a quelque chose qui va se déverrouiller. Ça va être un premier élément avant la fuite sur l'île. Mais dans cette première partie, l'écriture est aussi plus clinique. On décortique un peu dans chaque petit chapitre ses symptômes, ce qu'elle ressent. Et il y a ces fameux haïkus qui ponctuent chaque fin de chapitre. C'est les seuls instants, peut-être, où on est plus dans sa tête, où on quitte son corps et où on a un ressenti. Avec le temps, Lynn s'était habituée à la douleur des premiers coups d'aiguille. Elle n'était pas douillette, mais la toute première fois, lorsque le tatoueur avait commencé son travail, elle avait failli changer d'avis. Le résultat avait été à la hauteur de ses efforts. Jamais elle ne s'en était lassée, contrairement à ce que ses parents lui avaient prédit sur un ton de reproche lorsqu'elle était rentrée chez eux avec le lierre tatoué sur la cuisse. « À quoi ça ressemblera quand tu seras vieille, quand ta peau se fripera ?»
Ce tatouage était une encre contre sa propre disparition. Il lui promettait l'éternité et excluait l'idée même de vieillesse. Très vite, Lynn avait eu envie de ressentir de nouveau le contact de l'aiguille, cette douleur certes désagréable mais féconde. En couvrant son corps de dessin, elle avait chaque fois la sensation de s'enraciner, d'écrire un nouveau morceau de son histoire. Mhm. C'est vraiment beau. C'est ça. Vous avez une très très belle plume, Caroline. Non, mais c'est formidable de pouvoir imaginer ça, puisque, comme je l'ai dit, vous n'êtes pas tatoué. Non. Je l'ai appris en travaillant un peu sur vous. Euh, Ouais. mais de ressentir l'aiguille, de ressentir ce qu'elle peut sentir pour un acte qui est quand même assez définitif, il faut le dire. Voilà, je trouve que vous nous emmenez et on y croit. Alors, Lynn va faire ce choix assez radical de partir. On l'a dit, elle laisse Thomas. Elle part sur une île. Elle sent cet appel-là. Elle sent que c'est ce dont elle a besoin. Et là, j'ai vu comme un écho au destin des Johatsu. Au Japon, là encore, c'est un petit peu le même comportement, bien sûr, dans un tout autre cadre géographique. Mais est-ce que vous voulez nous raconter ce que c'est que cette catégorie au Japon qu'on appelle les Johatsu? Oui, les Johatsu, donc au Japon, ce sont les évaporés. En fait, ce sont les disparus volontaires. Et le terme Johatsu évaporé vient d'une légende, alors je crois que c'est au XVIIe siècle, où on racontait que les hommes et les femmes partaient dans les sources chaudes qui jouxtent Tokyo. Et en entrant dans ces sources chaudes, en fait, s'évaporaient et renaissaient ailleurs et laissaient leur passé là, à cet endroit-là. Et il y en a plusieurs milliers par an. Hein. Et il y en a à peu près 100 000 par an. C'est un Incroyable. phénomène assez incroyable. Alors souvent, c'est lié à des histoires d'honneur, de déshonneur. Donc ça peut être suite à un licenciement, un divorce, un accident de la vie. Et ces gens choisissent tout simplement de disparaître. Plutôt que de devenir une honte pour leur famille. Exactement. Souvent, c'est vraiment lié à la honte. Et d'ailleurs, ces familles, cette honte la ressentent puisque généralement... Enfin, j'ai lu qu'ils ne faisaient souvent pas appel à la police, mais plutôt à des détectives privés quand ils le peuvent pour essayer de les retrouver. Pour ne pas officialiser la disparition. Voilà, c'est ça. Et donc, énormément par an. Alors, j'ai lu aussi il n'y a pas très longtemps que un business, entre guillemets, s'était créé où on aidait les gens à disparaître. Ah oui, on peut acheter Au un Japon. package total C'est pour ça. être sûr qu'on disparaisse de façon très Exactement. très propre. C'est Mais il se intéressant. cache, il ne meurt pas. Ils Alors, changent de vie totalement. Oui, ils se cachent. Ce qui est incroyable, et vous le racontez dans le roman, c'est qu'en fait, très souvent, ils restent dans la même ville. Ils sont Oui. peut-être à 5 Oui, rues de leur vie d'avant. Et pour autant, ils ne croiseront plus jamais c'est ça. les leurs. C'est ça. Alors, on parle aussi d'un quartier à Tokyo qui s'appellerait Sanya, où se cacheraient beaucoup d'exilés. Le quartier des évaporés. D'évaporés, voilà, qui n'apparaîtraient pas sur les cartes, je crois. Il est Tokyo. évaporé lui aussi. Voilà. D'accord. Alors, Birna nous parlait de l'île. Mm. Où est-elle, cette île? Alors, cette île n'est nulle part. C'est Oui. une île que j'ai imaginée. Je me suis inspirée d'îles que je connais, que j'aime, comme... Je pense que c'est un mélange entre... On va retrouver des airs de Charente-Maritime et de Bretagne. Oui. Et, mais je voulais pas que ce soit une île précise, puisque c'est quand même un lieu assez symbolique de la reconstruction de l'île. Donc voilà, fallait qu'il y ait ce côté un peu imaginaire et que chacun puisse... Parce qu'elle est, on peut imaginer au début, on peut imaginer un peu l'île de Ré ou l'île d'Oléron. Et puis ensuite, quand on est avec la vieille, alors là, on est vraiment dans une île bretonne de C'est ça. granit, balayée par le vent et la tempête. Oui, Et puis avec toujours cette crainte qu'il y a, parce qu'il y a quelque chose de fantomatique. oui. C'est une île cernée d'eau, de fantômes. C'est l'île de Saki, qui Très est lui-même brumeuse. un personnage assez fantomatique. Donc Oui. oui, c'est exactement ça. Et en même temps, on sent que c'est une île qui, bien sûr, va être, comment dire, réparatrice et féconde pour Lynn. Mais on sent que c'est aussi une terre très fertile, dans le sens où faune et flore sont extrêmement présentes, vivantes. Là, il y a cette proximité entre les quelques êtres humains qui sont sur place. La force, bien sûr, de la mer, du vent. Enfin, on sent que c'est une île, malgré tout, vivifiante. Oui, c'est une île en fait qui est très ambivalente. Oui. Parce que pour Lynn, c'est un refuge. Pour Saki, c'est une prison. Mm. C'est une île, il y a cette force-là, comme vous avez dit, mais c'est aussi la menace de l'océan qu'on sent. C'est ces îles qui, aujourd'hui aussi, risquent d'être submergées.
Donc je voulais qu'il y ait ce mélange de force, de fragilité, de mystère. Et puis bien sûr la force de l'air, de l'oxygène, de l'eau, de tout qui fait que c'est là justement que son corps lui-même se revivifie et reprend de l'énergie. Et c'est là où elle va retrouver, en effet, mais avec cet extraordinaire personnage de cette vieille femme, Rose. Rose. Rose, qui est là. On ne sait pas d'où elle vient, qui elle est. On n'est pas. C'est petit à petit. Vous nous dévoilez. Alors là, tout à fait petit à petit, on tourne les pages en disant mais enfin, qu'est-ce qui va se passer? Qui est-elle? Et bon, et puis on va pas tout dévoiler ici. Elle est très mystérieuse et solitaire, hein, Rose. Oui, Elle est mystérieuse et solitaire. Elle n'est pas drôle Ah oui. et elle n'est pas très avenante. Et Enfin, pour autant, elle prend soin quand même, mais avec Oui. une certaine distance, effectivement, et Céline qui va prendre soin d'elle. aussi. Et ça, c'est Ça. assez- toutes les deux en fait Oui. vont Ouais. prendre soin C'est l'une de l'autre. réciproque. Elle est presque au départ un peu dans le cliché de l'insulaire très fermé qui Oui. ne peut pas s'ouvrir du tout. Oui. Et puis elle gagne quand même en profondeur, je pense, et elles ont cette relation particulière parce que ce sont deux personnages silencieux, fermés, donc elles vont se découvrir aussi à travers l'île, à travers les paysages, à travers les Ouais. oiseaux, tout ce qu'elle va faire découvrir à Lynn. Et puis son identité, en effet, Qu'on découvre à la fin. on la Oui. découvrira. Mais elle lui dit mais qu'est-ce que vous faites là? Ben, vous n'avez rien à faire ici. Oui. C'est Oui, pas oui. votre vie, c'est pas votre truc. Nous, on est enfermés, nous, on est entre nous. Et puis, à un moment donné, elle lui dit, mais vous savez, nous sommes dans une île. Tout se sait. Oui, Mm, mm. Et c'est encore plus Oui, enfermant. C'est un huis oui, clos. c'est un huis clos, c'est exactement ça. Oui. Et alors, ce qui est quand même assez intéressant, je trouve, c'est que Rose va permettre à Lynn de garder le silence. Oui. Mais de garder le silence pour qu'elle puisse être habitée, en fait, pour qu'elle se retrouve, pour qu'elle retrouve un chemin vers elle-même. Oui, C'est un silence qui n'est pas un silence, comment dire, de plomb ou un silence Non. qui tue. c'est un silence plus respectueux. Mm. Et puis Lynn, quand elle est sur l'île, elle se met à parler à sa manière à travers son journal, elle se met à écrire. C'est à ce moment-là qu'on découvre aussi ce qu'elle a vécu à Tokyo, que tout remonte. Donc il faut qu'il y ait ce silence en effet autour. Bon, à la fin, ce silence va être aussi un choix. Quand on va découvrir qui est Rose et qu'elle va respecter son choix le choix qu'elle a fait par rapport à son passé. Ouais. Je reviens sur ce pauvre Thomas qui se fait larguer comme une vieille chaussette. C'est absolument d'une violence inouïe. Est-ce qu'on peut se réparer seul? Lynn se répare seule. Oui, Mais est-ce que justement, elle n'aurait pas pu mieux se réparer avec Thomas? alors ça, on aurait pu savoir dans un autre livre, Oui, avec un autre choix. Voilà. Mais donc, je peux pas vous répondre, mais je pense qu'elle, Non, parce oui, que- elle est obligée de passer par ce moment-là de solitude, de réparation, vraiment, comme on disait, de huis clos avec elle-même. Mais Avec, c'est un passage pour pouvoir aussi exactement, retourner vers l'autre après. Exactement. Parce Mais- qu'avec lui, elle est dans le mensonge de toute façon. Mais Au moment où- le lecteur masculin que je suis a été frustré de cette éviction de Thomas. Il faudrait écrire une suite. Eh ben, je vous Où elle attends pour le reviendrait. volume 2. Vous reviendrez pour le Je volume 2. pense que suite à son séjour sur l'île, à l'écriture de ce journal et aux retrouvailles avec ses souvenirs plus précis, justement, elle va pouvoir mieux raconter à Thomas exactement ce qui lui est arrivé. Donc après Insula, on attend Continent. Volume 2. Non, mais C'est ça. ce personnage est extrêmement touchant. Enfin, ils sont tous touchants. C'est vrai Parce qu'ils que sont tous très beaux, ces Mais personnages. ils sont oui. tous touchants, on s'y retrouve tous, que ce soit dans Thomas, dans Lynn, dans Saki, dans cette femme Rose qui Beaucoup de pudeur. et c'est très pudique, c'est très il y a beaucoup de distance et on est vraiment avec eux. Donc ça c'est très très réussi. Et bravo parce que vous nous emmenez dans quelque chose de totalement imaginé et inventé, je l'ai dit en introduction, et ça fait plaisir, on n'est pas dans l'autofiction. Je voulais préciser aussi que j'ai trouvé la construction du roman assez admirable. C'est très délicat, c'est précis, ça évolue vraiment d'une façon intéressante. C'est presque japonisant. Oui, tout à fait. Pour Vraiment. pour Oui. n'être allé que 2 fois au Japon, je le trouve formidable. Je pense qu'on retrouve peut-être la notion justement de mélancolie, peut-être Oui. d'impermanence des choses, puisque ça commence avec l'Anami. Et puis la construction,
De manière inconsciente, je pense que j'ai commencé à construire le récit comme les ondes de choc des séismes, Eh avec ben alors, on le va vous dire, passé qui on va appelle vous le y retrouver. présent et Merci. vice-versa. Merci Caroline Cogan, vous avez écrit Insula qui est publié au Seuil. Merci Myrna Elou. Merci Jean-Paul Lérine pour la réalisation, François Dieudonné, Philippe Malpeuch, Camille Meyer et Faustine Clary pour la réussite technique de notre rendez-vous que vous pouvez retrouver sur YouTube en vidéo et sur l'appli Radio Notre-Dame sur vos smartphones. Demain mardi, demain mercredi, oui, nous allons au cinéma évidemment. D'ici là, prenez soin de vous et des autres et je vous embrasse.